Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Bien, mais peut mieux faire. L'appréciation ne vaut pas seulement pour un devoir, elle s'applique aussi à la question de la laïcité à l'école. Moins de faits constatés en novembre selon le baromètre mensuel du ministère de l'Éducation. On n'a pas encore les chiffres, mais on se souvient qu'en octobre dernier, plus de 700 signalements avaient été recensés. La laïcité, notion de moins en moins bien comprise à l'école. Enseigner l'histoire des religions, c'est aussi difficile. Plus d'un professeur sur deux préfère s'auto-censurer, c'est ce que révèle un sondage IFOP. Et se taire, c'est aussi une façon de faire chuter le thermomètre. La défense des valeurs universelles et de la laïcité reste un combat. Dominique Faure peut en témoigner. Elle est proviseure d'un lycée de la banlieue de Nantes et représentante du SNPDEN. Elle se souvient d'un événement qui l'a profondément marquée. On a eu une jeune qui est rentrée dans le lycée avec une robe marron clair, quelque chose qui était très signifiant quand même. Quand j'ai fait venir la jeune discrètement, on lui a expliqué en toute sérénité que son vêtement nous posait problème. Elle n'a pas compris, elle l'a vécu comme une agression. Ça a généré à la sortie du lycée une rumeur sur le fait qu'on l'avait exclu du lycée. Un mouvement de lycéens a envahi le hall et voulait organiser un blocus du lycée. J'ai eu peur de ce que ça pouvait générer. Comment c'est possible qui nous renvoie avec autant d'agressivité cette situation, quoi. Et puis après, on a eu une discussion, alors à la fois très intéressante et très posée. Et je dois vous dire que quand je me suis retrouvée dans cet amphi face aux élèves, avec ce sentiment d'être en opposition, d'essayer de trouver les bons mots pour leur donner l'esprit de la loi, j'ai trouvé ça ardu, vraiment. Dominique Faure, proviseur de lycée et représentante du syndicat SNPDEN avec Louise Salé. Le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, propose la création d'un défenseur de la laïcité sur le modèle du défenseur des droits. 7h02 sur Europe 1, le débat sur la fin de vie. La convention citoyenne voulue par Emmanuel Macron entame ses travaux aujourd'hui. 173 personnes tirées au sort vont plancher sur la question ouverture des travaux en présence de la première ministre Elisabeth Borne. Faut-il changer la loi Claes-Leonetti qui interdit l'euthanasie et le suicide assisté? Sujet sensible, les opposants à toute modification de la législation en vigueur avancent un argument. On peut déjà mourir dans la dignité en France. Ce sont les unités de soins palliatifs. Sauf que dans ce domaine, les moyens sont insuffisants. Yasmina Katou. Oui, 2/3 des Français n'ont pas accès aux soins palliatifs et seulement 30% des personnes qui en ont besoin peuvent réellement en bénéficier selon les associations. Et pour cause, en France, 26 départements sont totalement dépourvus d'unités de soins palliatifs. Une situation que regrette Claire Fourcade. Elle est médecin et présidente de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Ça veut dire que ces Français-là, soit ils ne peuvent pas bénéficier d'un accompagnement de qualité, soit ils sont obligés de partir loin de chez eux et de leurs proches. C'est à cause de cette mauvaise diffusion des soins palliatifs en France qu'on a ce sentiment persistant chez nos compatriotes qu'on meurt mal en France. En France, 7500 lits sont consacrés à la prise en charge des personnes en fin de vie. Cela représente environ 2,8 lits pour 100 000 habitants. Or, il faudrait au moins 5 lits pour 100 000 habitants pour que tous les Français aient accès aux soins palliatifs. Yasmina Katou, spécialiste santé à Europe 1. En pleine polémique sur les risques de délestage, cette coupure de courant en a surpris plus d'un. Une partie du centre de Paris totalement plongée dans le noir hier soir après une panne de transformateur. 125 000 clients touchés selon Enedis et RTE. Le courant a été rétabli vers 1h cette nuit. Les ménages français et les entreprises n'avaient pas besoin de ça pour éteindre la lumière. Ils le font très bien eux-mêmes selon EDF. Le fournisseur constate une baisse de la consommation de 10% en novembre par rapport à l'an dernier. Conséquence de l'explosion des prix de l'énergie et des appels à la sobriété. Une baisse de 10% de la consommation. Le chiffre surprend la direction d'EDF, tout comme RTE, le gestionnaire du réseau qui avait chiffré cette baisse lui plutôt autour de 7% pour la même période. Il est 7h04 sur Europe 1. La Croatie fait son entrée dans l'espace Schengen et la zone euro. Ce sera le 1er janvier prochain. Demande d'adhésion, en revanche, rejetée pour la Roumanie et la Bulgarie. L'Autriche a dit non avec un argument, celui de l'immigration. Elle considère qu'une adhésion aggraverait l'afflux de demandeurs d'asile dans le pays. Décision qui divise autant la presse que les Autrichiens. Wilfried de Villers, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Vienne. Eh bien, dans la presse ce matin, le dossier fait tout de même la une de certains médias, celle du quotidien conservateur Die Presse notamment. Il s'inquiète d'un regain des flux migratoires malgré le refus d'intégrer les deux pays dans l'espace Schengen. Décision raisonnable et satisfaisante, écrit pour sa part l'éditorialiste de Kronen Zeitung. Ce matin, le tabloïd populiste publie un dossier complet sur les enjeux de l'immigration en Autriche. Du côté de la presse centriste, Der Standard, dans son édito, critique vertement le manque d'ouverture et d'esprit européen du gouvernement autrichien.
regrettant que la demande de la Roumanie notamment ait été retoquée alors que les deux pays entretiennent des liens importants. Voilà pour la presse. Du côté de la rue, là aussi le sujet divise. Certains hier me disaient craindre pour leur emploi si l'on ouvrait la porte à la Roumanie et à la Bulgarie, quand d'autres ne comprenaient pas pourquoi l'on faisait toujours barrage à leur entrée dans l'espace Schengen. Ce qu'il faut comprendre tout de même, c'est qu'ici, la préoccupation principale reste la guerre en Ukraine. Wilfried de Villers, envoyé spécial d'Europe 1 à Vienne. Moscou touché par un violent incendie cette nuit. Le feu s'est déclaré dans un centre commercial situé dans la banlieue de la capitale russe. Et selon les pompiers, les flammes s'étendent sur 7000 mètres carrés. Les autorités parlent d'un acte criminel. Venons-en à votre vendredi thématique consacré ce jour à l'espace, frontière infinie. Les Américains sont déterminés à conserver leur avance en matière de conquête spatiale. Il y a la mission Artemis actuellement en rotation autour de la Lune, retour sur Terre prévu dimanche. La NASA compte sur elle pour préparer l'envoi d'une mission habitée sur Mars. Alexis Guilleux, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Oui, les Américains sont à la tête de la quasi-totalité des missions martiennes. Seule la Chine a également envoyé un robot sur la planète rouge. Depuis 2018, la sonde InSight analyse la structure interne de Mars. Il y a quelques semaines, elle a capté ce son. Voilà, une météorite qui frappe le sol martien. La NASA possède également 2 véhicules d'exploration, Curiosity et Perseverance, dont la mission est de récolter des échantillons de roches pour mieux comprendre l'histoire de l'eau sur Mars. Des futures missions ramèneront ces échantillons sur Terre au début des années 2030. Alors il y a un consensus dans la classe politique américaine. L'exploration martienne permet aux États-Unis de maintenir leur avance sur la Chine. Le budget de la NASA sera d'ailleurs en hausse de 8% l'an prochain à 26 milliards de dollars. Tout le travail de l'agence spatiale américaine converge vers un objectif à moyen terme, envoyer des humains marcher sur Mars à l'horizon 2040. Et le voyage sera long, compté au minimum 2 ans et demi pour l'intégralité d'une mission humaine sur la planète rouge, voyage aller-retour compris. Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. La Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, Europe 1, radio officielle. Et des galactiques, il y en aura sur Terre, sur la pelouse du mondial au Qatar à partir de demain. Début des quarts de finale, en tout cas ce vendredi. En attendant, France-Angleterre demain, c'est un peu la finale avant l'heure. Ah, exactement. Et le cadre en la matière a son importance. Le match entre Français et Anglais ne se jouera non pas à Doha, mais en plein désert. Jean-François Pérez, envoyé spécial d'Europe 1 au Qatar. D'abord, s'extirper de Doha, ses embouteillages, ses innombrables bretelles d'autoroute. Progressivement, les gratte-ciels laissent place à des immeubles, à des maisons, et puis soudain, après 1 heure de route, le désert. Sur notre droite, littéralement au milieu de nulle part, une forme se détache. Une gigantesque tente bédouine entourée de plusieurs hectares de gazon. Le stade Al-Bayt, l'un des joyaux de cette Coupe du Monde, pourtant peu avare en folie architecturale. 60 000 personnes y prendront place demain soir. Aussi étonnant que cela puisse paraître, vu la localisation, cette enceinte, conçue par des architectes italiens et qataris, répond aux plus hauts standards écologiques. L'énergie solaire assure notamment l'éclairage des multiples parkings. À l'issue de la Coupe du Monde, l'anneau supérieur sera démonté et offert à des pays demandeurs. Resteront des autoroutes, dont une vertigineuse 2x6 voies, un hôtel, un centre commercial ou encore un cinéma. Sur le papier, tout cela paraît démesuré, mais au pays des dromadaires, on assure la main sur le cœur que cette Coupe du Monde ne laissera pas d'éléphant blanc. Jean-François Pérez, envoyé spécial d'Europe 1 au Qatar. Et début d'écart, donc aujourd'hui, vous l'avez dit Dimitri, Croatie-Brésil à 16h et Pays-Bas-Argentine à 20h. Pays-Bas-Argentine, c'était pas la finale 78, bah, ça Si. Nostalgie quand il nous tient. Exactement, on en reparlera dans le journal de 8h. Merci beaucoup Christophe Lamar, il est 7h09 sur